Bonjour à tous et bienvenue sur Rare, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. J'ai la chance d'avoir Lorraine aujourd'hui. Lorraine, bonjour. Hello Camille, tu vas Comment bien? vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va très bien. Déjà, bon, Lorraine, est-ce que tu peux nous faire un peu rêver? Il fait quelle température chez toi et il est quelle heure? Alors là, il fait à peu près 30 degrés, je dirais, Waouh. et il est 15h21, plus 5 heures par rapport à la France. D'accord, ok. Effectivement, bon, pour les auditeurs, vous verrez ça quand vous le verrez, il est 10 heures ici en France. Je pensais qu'il était plus tard que ça. Donc ça va en fait, je te dérange pas trop au milieu de la nuit ou autre chose. Non, ça va. Le Bon, Vietnam en été, c'est bon, c'est un bon horaire, plus 5 heures, c'est tout. voilà. Bon, bah, Lorraine vous a spoilé alors, au Vietnam actuellement, mais on aura l'occasion d'en parler. Lorraine, bah écoute, bienvenue. Merci d'être bah, là dans ce podcast aujourd'hui. Tu vas voir, je vais te poser 5 questions. C'est 5 questions que je pose à tous les invités. Après, on se recentrera sur toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es? Et surtout, qu'est-ce que tu peux nous délivrer en termes de valeur? Et j'ai hâte d'entendre tes réponses. Déjà, Lorraine, si tu devais te présenter à ta grand-mère aujourd'hui, sans les gros mots jargon marketing, comment tu le ferais? Alors, je dirais simplement que je monétise des médias, que j'aide principalement du coup les médias à gagner plus d'argent, tout simplement, et que j'aide aussi des entreprises qui ont des produits, que ce soit des services ou des produits e-commerce, à les vendre plus via différentes méthodes de marketing. Ça s'appelle l'affiliation. Spoiler Ouh. alert. Très clair, je pense que ta grand-mère aura compris. Ou en tout cas, moi j'ai compris. Bon, moi je compte pas trop, hein, forcément. Mais très clair, très bien. Aujourd'hui, Lorraine, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Si on met le boulot vraiment à côté, qu'est-ce qui fait que bah, tu te réveilles le matin avec un grand smile? Qu'est-ce qui t'anime là aujourd'hui? Alors du coup, à côté du boulot, j'adore, bon bah tu l'auras compris, hein, j'adore voyager. Donc j'adore découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Et ça, je pense que, je dirais en un mot, en fait, c'est l'aventure. J'adore partir à l'aventure. J'adore expérimenter de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Et j'adore aussi tout ce qui est art, création. Et j'adore moi aussi, par exemple, sculpter des choses en argile. Et ça m'anime vraiment. Créer et partir à l'aventure. Je savais pas pour le côté argile, trop bien. C'est quoi que tu sculptes? C'est des vases, c'est des sculptures, Non, c'est vraiment des sculptures de décoration. Donc, par exemple, des animaux. La dernière fois, j'ai fait un perroquet de cette taille-là, à peu près. Donc, Waouh. assez grand. Voilà, je sculpte vraiment dans la terre et j'adore le fait de justement créer des nouvelles choses à partir de rien, le faire avec mes mains et voilà, j'ai moins l'occasion de le faire depuis que je suis à l'étranger, mais j'adore du coup faire plein d'autres trucs, toujours essayer de créer des nouvelles choses ou même aller tout simplement au musée en fait, aller voir de l'art. Hmm. Ça m'intéresse beaucoup. Alors j'adore aller au musée aussi, comme toi. Par contre, je sais vraiment pas dessiner tout ce qui est artistique, vraiment. Je t'admire beaucoup pour ça, parce que vraiment, c'est une compétence que j'aurais aimé avoir, vraiment. Moi, j'ai été tout le temps dans le côté tête brûlée, côté sport, le côté sueur. Par contre, le côté artistique, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu développer. Franchement, si t'as une sculpture dans le coin, n'hésite pas à la montrer à la caméra. Alors j'en ai pas ici, malheureusement, mais je pourrais te montrer des photos, t'envoyer des photos si tu veux. Bon, Et là bah j'en ai pas comme ça effectivement. si vous avez de la chance et si j'oublie pas au montage, je vous montrerai ça. Je t'enverrai ça après, ouais. Yes. Est-ce que tu as des rituels que tu fais, en particulier le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais en premier? Alors quand je me lève, alors j'avoue que j'ai pas de rituel le matin, c'est-à-dire que je me lève et je commence directement à travailler. Pour être Oh. honnête, je suis, je me lève et je me mets devant mon ordi et en fait je commence tout simplement avec mon café. Je commence à regarder mes mails, je commence à regarder différentes infos et après par contre, une fois que je suis un peu mieux réveillée, que j'ai un peu, on va dire, j'organise aussi le matin ma journée. C'est-à-dire que Mhm. tout de suite, je commence à regarder, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui va apporter de la valeur ajoutée à mes clients? Pareil, je regarde sur la semaine. C'est quoi mes objectifs de la semaine? Je vais pas me mettre 10 objectifs. Donc j'ai deux, trois objectifs pour la semaine à accomplir. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment ce sur quoi je réfléchis le matin. Et du coup, je commence un peu à me réveiller. Et ensuite, j'aime bien de temps en temps faire un peu de méditation
Bon, j'ai pris une application Petit Bambou, tout simplement. Donc ça, c'est Hmm. plus pour prendre du recul, me détendre un petit peu, prendre le temps de respirer, tout simplement, avant de travailler. Je pense que c'est hyper important. Et après ça, en général, je reprends ma journée tranquillement. Voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir une journée très organisée. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses comme je le sens, un peu à l'intuition. Et je déteste la routine. Donc j'ai vraiment besoin de changer mon quotidien en permanence. Et du coup, tu l'auras compris, je change tout le temps d'endroit. J'ai aussi besoin de changer mon quotidien. Et aujourd'hui ne ressemblera pas à demain, et ça me plaît. Au final, ça va avec ce que tu disais juste avant sur le côté aventureux. Au final, c'est que tu as besoin, t'as besoin de frissons, en fait, toi, dans ton quotidien, si je comprends. Un peu, ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. J'ai besoin d'animation, j'ai besoin de me sentir vivante. Voilà. Ah bon, bah parfait, super. Quelle est la dernière chose qui t'a fait rire, Lorraine? Bon, on a beaucoup rigolé avant de lancer ce live-là, mais si tu mets ça à côté, c'est quoi la dernière chose qui t'a fait rire? Alors là, la première chose qui me passe en tête, c'est qu'il y a des travaux à côté et que juste avant le podcast, je rigolais toute seule en me disant, oh punaise, il y a des gros travaux, est-ce que ça va faire un sacré boucan pendant le podcast? Mais non, a priori, du coup, tu n'entends rien, je pense. Moi, je les entends, mais c'était le Vietnam, donc voilà, ça peut arriver des petites surprises comme ça que le jour où j'organise un podcast, effectivement, il y a des travaux juste à côté. Bah écoute, on t'entend très bien. Pour le moment, en tout cas, on croise les doigts pour qu'on on nous laisse un peu tranquille pendant une petite heure. Mais non, écoute, Désolée, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé, mais c'était vraiment la dernière chose pour laquelle j'ai ri. oh, c'est bien. Au moins, il y a d'autres personnes qui seraient plus énervées qu'autre chose. Mais bon, si toi tu vois ça du côté rigolade, c'est parfait. Je me suis dit, la vie m'offre un challenge en plus pour ce podcast. Des Ah, travaux à côté. voilà. Je Et l'ai pris ça, comme ça. j'adore ce mindset. Très bien. Et dernière question plutôt classique par rapport à ce que je demande à mes invités au début, c'est qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui une personne rare, Lorraine? Alors, est-ce que tu parles par rapport à mon travail ou est-ce que tu parles plutôt par rapport à ma personnalité ou Ouais, les deux. l- les deux? Du coup, par rapport à mon travail, je dirais plutôt que c'est que j'ai des compétences par rapport à l'affiliation, qui est une thématique qui est très niche, qui sont aujourd'hui très rares sur le marché, puisqu'il y a Mhm. très peu d'affiliate managers et il n'y en a pas côté média. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne, enfin aujourd'hui en France en tout cas, sauf s'il y a d'autres personnes, je serais ravie d'échanger avec elles, n'hésitez pas. Mais je n'ai pas rencontré d'autres personnes qui aidaient les médias et les sites web à se monétiser, dans ce sens-là en tout cas. Et donc ça, c'est ce qui m'aide effectivement aujourd'hui à construire mon business. C'est parce que ce sont voilà, des choses qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Tout simplement, j'ai jamais eu de cours sur l'affiliation à l'école. J'aurais beaucoup aimé, mais je suis tombée un peu là-dedans par hasard, par mon premier job. Et en fait, je me suis formée au fur et à mesure. Et du coup, voilà, c'est pas quelque chose. Même tu vois, même moi, j'ai essayé d'acheter des livres sur l'affiliation marketing pour me former toute seule, etc. Mais ce ne sont pas des choses qui existent aujourd'hui. J'espère plus tard, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui existe sur le sujet et du coup, c'est difficile de trouver de l'information dessus. Enfin, donc au final, c'est vraiment le côté rare, littéralement, de bah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se positionnent sur cette activité aujourd'hui. Exactement. Ok, très bien. Et personnellement, pourquoi je te parle aujourd'hui? Pourquoi tu es intéressante en tant que personne? Très bonne question, Camille. Pourquoi tu m'as choisi? Je dirais peut-être la résilience. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de résilience. Je suis passée par plein de phases dans ma vie. J'ai créé ce business, c'était vraiment une prise de risque énorme, puisque j'ai vraiment quitté la France, j'ai quitté mon CDI, j'ai lâché toute ma vie pour partir à l'étranger et créer une entreprise depuis l'étranger. Alors, parfois je me dis peut-être que je me déteste d'avoir fait ça, j'en sais rien, parce que c'était quand même super difficile. Mais, mais voilà, je me dis, bah, c'était en fait la résilience à ce moment-là d'avoir créé des choses et d'avoir le courage de le faire, tout simplement. Et toujours aujourd'hui encore, c'est pas toujours facile, parce que comme je disais, je trouve pas d'informations sur l'affiliation. Je me sens très seule sur ces compétences-là. Je me forme toute seule, j'apprends toute seule. Mais il y a personne qui peut m'aider et qui peut me dire, ah, il faudrait que tu fasses comme ça, il faudrait que je choisisse telle stratégie. Donc je dirais, voilà, c'est le fait de m'accrocher un peu à tous les sujets en permanence, ce qui me permet de progresser au quotidien. Et c'est ce qui me rend heureuse d'ailleurs, finalement, c'est d'avoir du challenge, tu l'auras compris, et de progresser tous les jours, d'être vraiment dans une logique de croissance. Pour moi, c'est hyper important.
C'est bien, effectivement, c'est une bonne leçon que tu nous donnes, bah, même pas 10 minutes dès le début du podcast. C'est que c'est vrai qu'en marketing, on a de la chance et qu'il y a des experts partout. Il y a beaucoup de nos pairs, il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que nous, mais effectivement, là, si tu te dis que tu es dans un marché tellement niche et tellement petit que tu peux faire confiance, entre guillemets, que à toi, à tes recherches et à ton expérimentation, c'est une bonne leçon qui est assez, au final, disparate par rapport à moi, ce que je peux avoir dans mon métier, par exemple. Oui, c'est ça. En fait, Hmm, c'est juste différent. C'est juste différent. C'est très que bien. toi, du coup, tu peux peut-être progresser plus vite parce que tu peux contacter d'autres personnes, d'autres freelances, d'autres entrepreneurs qui font ce que tu fais. Donc, du coup, tu peux progresser plus vite. Et ça, c'est incroyable. Mais du coup, le marché est peut-être plus bouché. Et à l'inverse, moi, peut-être que du coup, je dois me baser que sur moi-même pour progresser et apprendre sur l'affiliation. Mais du coup, je suis toute seule. Donc, le marché est ouvert. C'est juste un Hmm. positionnement différent. Je comprends mieux, ouais. Mm. Écoute, à la fin de ce podcast, j'espère pouvoir être une experte en affiliation comme toi. Comme ça, on pourra discuter un petit peu plus souvent. Mais bon, Carrément. je ne pense pas, je ne pense pas. Oh, j'en Est-ce, suis sûre. est-ce que Lorraine, t'as toujours, d'aussi loin que tu te souviennes, est-ce que t'as toujours voulu voyager, découvrir le monde et avoir ce côté un peu aventure, comme tu nous disais juste avant? Mm, clairement. Parce que quand j'étais petite, je me souviens que je jouais déjà à l'aventure dans mon jardin et j'imaginais toujours, tu vois, que j'étais dans d'autres pays, que j'étais, je sais pas, j'étais naufragée, j'arrivais sur une île, j'étais toute seule et c'était mes jeux d'enfant et j'étais avec mes poupées et sans blague, je jouais à ça et en fait, ça me faisait vraiment kiffer de faire ça et je pense aussi que du coup, j'ai eu cette passion et ce goût-là aussi bah, à travers mes parents, ma famille. Quand j'étais petite, on partait du coup tous les étés parce que mon père avait vécu 3 ans aux États-Unis, donc on partait tous les étés aux États-Unis et en fait, on découvrait une partie différente des États-Unis à chaque fois. Et en fait, mes parents, ils aimaient réserver le premier hôtel et le dernier hôtel. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on partait, le voyage n'était pas du tout organisé. Et du coup, en fait, on partait un petit peu bah, comme des nomades, en fait, tout simplement. Et je me souviens que ma mère, chaque été, elle nous demandait, elle disait, bon allez, on part où cet été, etc. Et donc, du coup, moi, la seule chose que je répondais, c'était, bah, je m'en fiche du moment qu'on est nomade, en fait. Je veux juste vivre des choses, je veux vivre des aventures. Et en fait, c'est vraiment ce côté-là qui m'animait, c'était pouvoir bouger et avoir une vie différente. Et sortir du cadre, parce que du coup, ça permet bah voilà, de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas prévu de rencontrer, de vivre des choses qu'on n'a pas prévues. Puis tu arrives à un endroit et tu te dis, bah, cet endroit, il est sympa, pourquoi on resterait pas un peu plus longtemps. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance à travers ma famille d'avoir la possibilité de vivre ça. Et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Et du coup, là, en ce moment, surtout sur le continent asiatique. C'est super intéressant ce que tu dis dans le sens où bah, moi je suis un peu l'inverse dans le sens où je suis un peu psychorigide. J'aime bien quand tout est organisé, j'avoue. Moi je suis plutôt dans cette team-là. Mais que tu te dises qu'au final, enfin, il y a un côté très enfance au final où on t'a mis dans ce bain aussi par rapport à comment voyait les choses ton père. Et c'est intéressant de voir à quel point bah, ce truc-là, il t'a impacté là jusqu'à maintenant en fait, au final. Complètement, complètement. Et oui, et je pense que j'ai baigné là-dedans. Et puis après, bon, bah, du côté de mon père, ma mère est aussi entrepreneur aujourd'hui, mais du côté de mon père, ils étaient tous entrepreneurs depuis mon arrière-grand-père. Et du coup, je pense que c'est vraiment une lignée où on a transmis ces valeurs de l'entrepreneuriat et ces valeurs du coup on sort de sa zone de confort, on prend des risques. Mon père, il a pris beaucoup de risques toute sa vie pour créer son business, pour monter quelque chose. Et du coup, j'ai toujours eu ce schéma-là de, pour être heureux, on sort de sa zone de confort. En tout cas, Hmm. j'ai été confrontée à ça durant mon enfance. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis toujours dans cette même logique-là aujourd'hui et que donc certains diront que je me fais du mal, j'en sais rien, mais moi, ça me rend heureuse d'aller justement sortir en dehors de cette zone de confort-là pour aller chercher quelque chose de différent parce qu'en fait, c'est l'inverse, quand je suis dans une routine, dans quelque chose qui est trop plat, je ressens de l'angoisse. Et du coup, pour calmer cette angoisse, j'ai besoin de vivre des choses. Et pourquoi l'Asie aujourd'hui? Quel a été ton premier contact avec l'Asie, sachant qu'au final, tu as été peut-être plus prédestiné aux États-Unis, de ce que je comprends par rapport à ton père. Pourquoi l'Asie et pourquoi cette fascination aujourd'hui? Oui, bah surtout que j'avais fait, donc à l'époque, c'est vrai que j'avais fait un échange à New York quand j'étais en études, en école de commerce.
Et juste après ça, en fait, j'avais la possibilité de faire un stage de 6 mois. Et je me suis dit, bah, j'ai la chance de bien connaître aujourd'hui le continent américain. Pourquoi pas aller visiter l'Asie? Ma mère, elle travaillait beaucoup en Asie. Elle allait beaucoup en Inde, en Chine. Elle y allait tous les mois pendant une période. Et je me suis dit, bah, ça m'avait attiré. Je m'étais dit, pourquoi pas l'Asie? Allez, je vais tenter la Chine. Donc, je me suis débrouillée pour avoir des contacts. Et je suis partie, du coup, pour la première fois, pour mon premier stage en Chine. Je suis partie à Shanghai pendant 4 mois. Et donc là, j'ai fait un stage dans un cabinet de RH consulting. Et en fait, je peux pas te dire, mais quand je suis arrivée en Chine pour la première fois, vraiment, ça me marque tellement. J'ai eu vraiment de l'émotion. Je me suis sentie super bien en Asie et vraiment, je me suis découvert une nouvelle passion. J'avais 21 ans à l'époque et je me suis dit, bah, j'ai trouvé, c'est ça, j'adore l'Asie. Enfin, vraiment, j'adore l'Asie et j'ai adoré ce stage pendant 4 mois. J'ai rencontré des gens incroyables là-bas, j'ai fait des choses incroyables. Et quand je suis partie, je me revois dans le taxi du retour pour aller à l'aéroport. J'étais en train de pleurer dans le taxi Mm. et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas rentrer là, je suis trop bien ici. Et du coup, à ce moment-là, je me suis promise qu'un jour, je reviendrai en Asie. Et je me suis vraiment fait la promesse. Et en fait, la vie, elle est faite de plein de choses. J'ai terminé mes études, j'ai fait d'autres voyages. Et puis, bah, le Covid est arrivé. Donc, comme tu sais, avec le Covid, on est tous restés. C'était le moment où je cherchais du coup mon premier emploi, mon premier CDI. Donc, je suis restée sur Paris, chose que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai passé 4 années magnifiques à Paris. Mais après ça, bah, j'ai ressenti l'envie de retourner en fait en Asie. J'ai ressenti cette envie-là et je me suis dit bah en fait pourquoi tu le fais pas en fait? Pourquoi tu le fais pas? La vie elle est courte. J'avais 27 ans à l'époque. J'en ai 29 aujourd'hui et je me suis dit mais la vie elle est courte, ça passe super vite et puis j'adorais ce que je faisais. J'adorais ma vie à Paris, j'avais tous mes amis, pour le coup j'étais dans une routine et dans un confort de vie qui était parfait. Je commençais à maîtriser tous mes sujets dans mon travail. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, bah, si tu veux progresser, si tu veux aussi réaliser tes rêves, etc., bah, c'est maintenant ou jamais, en fait. Il faut faire des choses, faut faire des choix. Et, Mm. et c'est comme ça que je suis partie en Asie. En fait, c'est intéressant parce que la sensation que tu décris. Alors, moi, je suis allée 2 fois en Asie de ma vie. Je suis allée au Japon et j'ai vécu un moment à Singapour. Et en fait, Ah, trop bien. ce que tu décrit sur le côté taxi, avion, on rentre en France, c'est les deux seules, et pourtant j'ai bien trotté aussi, c'est les deux seules destinations où vraiment ça m'a fait un pincement au cœur de prendre l'avion et de rentrer en France. Et j'avais analysé ce truc-là à l'époque et je m'étais dit, c'est parce que c'est des pays qui sont tellement différents de l'Europe, tellement différents, où tu as des rencontres et des attaches qui sont tellement émotionnellement beaucoup plus fortes. Et moi, ça a été ma synthèse à moi, vraiment très personnelle. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis par rapport au voyage que tu as fait bah, en Chine, justement? Ah ouais, carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est des moments où effectivement, comme tu dis, c'est tellement, tout est à l'opposé. C'est-à-dire que si on mange avec une fourchette en France, et ben là-bas, on mange avec des baguettes. Voilà. C'est stupide, mais c'est juste pour montrer que tout est comme ça, et que du coup, effectivement, c'est dans ces moments-là, justement, que tu apprends énormément, que tu sors, justement, cette fameuse zone de confort que je répète, mais c'est vrai. Et si, et complètement, tu découvres un autre univers, tu découvres de nouvelles cultures, des nouvelles saveurs, et tu crées quelque chose de fort, du coup, je pense. Émotionnellement, ça crée quelque chose de fort, surtout quand on est jeune et t'as du coup le vivre à Singapour et au Japon. Et en fait, c'est des moments de ta vie que tu n'oublies jamais, en fait. Jamais, jamais. Et même si parfois c'est 3, 4 mois, bah, tu vois, ces 4 mois-là, quand j'étais en Chine, j'ai l'impression que c'était 1 an et demi, tellement j'ai adoré et que j'ai apprécié et que voilà, ça devient plus long au final. Hey, avant de continuer l'épisode, laisse-moi te dire qu'il est en partenariat avec Maria Schools. Tu sais, lorsque je me suis lancée dans le growth marketing, c'était pas spécialement simple et j'ai dû apprendre beaucoup de choses par moi-même. Et clairement, parfois, c'était vachement galère. J'ai fait beaucoup de tests, j'ai fait des choses, j'ai testé, je me suis cassé la figure, mais maintenant, tu sais, ça fait partie de la méthodologie growth marketing. Et c'est pas par hasard que je m'associe à Maria Schools et plus spécifiquement à l'école Lyon que je te recommande vivement. Pourquoi cette école? Parce qu'ils ont un bootcamp de feu de Dieu qui est le bootcamp Growth Marketing / intelligence artificielle.
Growth/IA. Ce bootcamp-là, c'est exactement le bootcamp que j'aurais voulu avoir lorsque je me suis lancée en tant que growth marketer. Pendant 13 semaines, tu auras l'occasion de mêler le meilleur des deux mondes, à savoir le growth marketing et même le marketing au global et l'associer avec l'intelligence artificielle. Ce programme, il est costaud, il est très dense, on va pas se cacher, mais par contre, il est hyper bien pensé, dans le sens où tu vas commencer par connaître les fondamentaux du marketing, associer à ça le growth marketing et rajouter ce petit soupçon d'intelligence artificielle qu'on aime bien. Ensuite, tu plonges dans le vif du sujet, c'est-à-dire que tu vas apprendre à automatiser ta création de contenu, optimiser ta prospection via l'intelligence artificielle, fidéliser tes clients de manière personnalisée et même créer des visuels grâce à l'IA. Et je garde le meilleur pour la fin, c'est que si tu es très chanceux et si la formation t'intéresse, tu auras peut-être même l'occasion de m'avoir en tant que formatrice. Et crois-moi, je garde quelques pépites uniquement pour mes élèves. Vraiment, c'est cadeau. Ça fait maintenant beaucoup plus d'1 an que je collabore avec Maya School et ce que je préfère vraiment dans cette école vis-à-vis d'autres, c'est vraiment l'approche humaine. On parle vraiment avec des personnes au quotidien, que ce soit en groupe ou même avec moi lorsque des personnes ont des questions par exemple. Donc bien évidemment, tu vas avoir de la théorie parce que ça reste une formation, mais tu ne vas pas avoir que du blabla théorique tout le temps. Tu vas vraiment avoir un côté mise en pratique pour pouvoir vraiment monter en compétences. Tu vas travailler sur de vrais cas en groupe et tu vas monter en compétences petit à petit de cette manière-là pour que toi, tu puisses mettre en place des stratégies concrètes et réelles dans ton entreprise ou dans ton business. Donc en 3 mois, tu passes de « Ah, je galère à utiliser ces outils » à « J'utilise tel outil pour cet objectif business ». Et crois-moi, vu que maintenant l'IA est partout et ça bouscule pas mal de codes côté marketing, c'est vraiment le moment de se former. Donc si tout ce que je viens de te dire te parle, je te mets tout ce qu'il faut savoir en description avec un lien si tu as envie d'en savoir plus. Je remercie une nouvelle fois Maya School pour cette collaboration et nous, on continue l'épisode. J'ai bien envie de repartir, hein, vraiment. J'adore ma Normandie, mais c'est vrai que là, tu me fais un petit peu... tu me fais Allez, vraiment... viens au Vietnam, je t'invite. Ah, est-ce que tu me payes les billets? Alors, les billets, c'est un peu cher. Peut-être que Oh. si t'as un sponsor, pourquoi pas. Mais je t'invite à dormir chez moi, par contre. Je Ah, t'invite à non, manger le meilleur faux du coin, ça, je te promets. alors crois-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah J'ai entendu. mais, je te le dis de manière sincère, hein, si tu veux venir me voir en Asie, avec grand plaisir. Bon, bah, je vais regarder ça. Je vais regarder le porte-monnaie, voir si les finances le permettent. Et si je peux, mais avec grand plaisir. Grand, grand plaisir. Peut-être qu'un des auditeurs voudra financer ton voyage, sponsoriser ton voyage en Si Asie. vous voulez faire des dons, je vais faire je vais mettre en place une cagnotte. Si vous voulez que j'aille voir Lorraine, avec plaisir. Et justement, par rapport à ces aventures-là, est-ce que tu as eu... bon, j'ai bien compris que tu avais déjà de base cette envie-là et ce côté aventuré, mais est-ce que tu as eu un gros challenge personnel pendant ton parcours de nomade, justement? Oula oui, je peux te citer un très gros challenge qui m'est arrivé effectivement. Donc, je suis arrivée à Hong Kong en décembre 2023. Mhm, 1 mois et demi plus tard, j'ai fait un malaise chez moi. J'étais malade, j'ai fait un malaise et j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital du coup le plus proche. Donc autant te dire que j'ai pas choisi l'hôpital de Hong Kong où j'allais être envoyée tout simplement. C'est mon copain qui m'a retrouvée allongée, inconsciente dans la cuisine. mhm. Et j'ai été hospitalisée du coup pendant 3 jours. On n'aura jamais vraiment su ce que j'ai eu, Covid, bactéries. Là-bas, c'est difficile, tu n'as même pas accès à ton dossier. Quand tu sors de l'hôpital, il faut payer pour avoir accès à ton dossier. Enfin, c'est un peu. C'est pas comme en Europe, Mhm. mais ils ont pris vraiment beaucoup soin de moi. Donc pour ça, j'en serai éternellement reconnaissante, tout simplement. Mais ça a été un moment très fort de ma vie parce que euh, je n'allais pas mourir, mais émotionnellement, j'ai cru que j'allais mourir à ce moment-là. Et du coup, forcément, quand tu vis ce genre de choses alors que tu viens de partir, que tu as déjà des difficultés, que tu construis ton entreprise, du coup, j'étais dans une insécurité financière hyper forte. Mhm. J'étais dans le passage entre 2 missions. Je passais d'une entreprise à une autre. Donc, j'ai dû décaler la mission parce que bah, j'étais hospitalisée, donc bien évidemment. Et je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, j'étais dans mon lit d'hôpital, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas venue ici pour mourir. Genre vraiment, je me suis dit ça à ce moment-là. Et je me suis dit, bah non, ce sera pas le cas. Tu vas pas crever ici, hein. C'est mort. Tu vas sortir de là et tu vas reprendre ton business et tu ne rentreras pas en France. Et je me suis dit, tu vas t'accrocher parce que je voulais pas, alors peut-être par ego, j'en sais rien, mais je voulais pas que ce soit un échec.
Je voulais à tout prix m'accrocher à continuer à développer mon business et à rester en Asie. Donc je suis sortie de l'hôpital le jeudi et le lundi, j'étais sur mon ordinateur en train de travailler et commencer ma première mission. Ça a été compliqué pendant le un mois et demi qui a suivi parce que j'étais toujours malade, j'étais toujours très fatiguée et j'en ai toujours certaines séquelles aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était une sacrée leçon de vie pour me dire allez, bats-toi en fait. Et surtout, ça a changé toute ma façon de penser. Parce que, Hmm. comme je te l'ai dit, je n'allais pas mourir, mais dans mon émotionnel, j'ai senti que c'était quelque chose de grave. J'étais toute seule en plus, toute seule là-bas. Et du coup, enfin, mon copain était là, mais bref, tu comprends, c'était compliqué de venir me visiter à l'hôpital. J'étais toute seule, en tout cas, dans une chambre de 8 personnes avec des Chinoises qui ne parlaient pas un mot d'anglais, avec une culture qui est totalement différente. Le fait qu'effectivement, bon, bah, on ne se comprend pas forcément pareil, on communique pas de la même manière. Mais du coup, ça a changé tout mon mode de pensée parce que je me suis dit, mais en fait, tu vois, la vie, enfin, elle peut être vraiment courte. Là, bah, effectivement, il y a quelque chose de grave qui aurait pu se produire. J'aurais pu rester là à Hong Kong et entre guillemets, je me suis dit, mais toutes les angoisses que j'avais avant, au début de créer mon business, tout le stress, tout ça, je me suis dit, mais c'est rien, ça, c'est quoi en fait? C'est quoi? On s'en fout, on s'en fout. Et je me suis dit, tout ça, ça va plus me stresser. C'est fini. Je passe à autre chose, j'avance. Et en fait, du coup, j'ai progressé très fortement à ce moment-là. Et du coup, c'était un moment très difficile de ma vie, mais je pense pour un bien, parce que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a donné de la résilience pour booster mon business, aller trouver les nouveaux clients et tout simplement grandir, quoi. Hmm. Est-ce que alors ça va rapidement avec la prochaine question que je veux te poser, mais est-ce que alors je vais te redire la question, c'est la vision du chez soi. Tu vois quand tu bouges autant que tu le fais, est-ce que ce côté ce moment de vulnérabilité, il n'y avait pas ce côté aussi c'est elle est où ma place entre guillemets, est-ce que là où je suis c'est vraiment chez moi ou autre, enfin moi quand il y a quelque chose qui m'arrive et que je suis pas chez moi, j'ai tendance à être beaucoup plus émotive. Est-ce que, bah justement, est-ce que c'était peut-être ça? Et question plus large, euh, aujourd'hui c'est quoi chez toi? C'est où est-ce que tu te sens chez toi? Alors pour la première question, effectivement, oui, c'est vu que je venais d'arriver, que tout était compliqué, forcément, ça a rajouté une difficulté supplémentaire. Et comme tu dis, bah j'étais vraiment toute seule. Je me sentais effectivement pas encore chez moi à Hong Kong. Je venais d'arriver, je connaissais pas très bien. On parle une langue complètement différente. Donc ça a été effectivement très difficile émotionnellement parlant de ne pas être chez moi. Parce que je pense que si tu vois j'avais vécu la même chose et que j'avais été en France, ça aurait été difficile. Mais bien évidemment que ça aurait été totalement différente. Parce que là-bas, j'étais encore une fois seule dans mon lit d'hôpital avec des Chinoises dans la chambre qui étaient d'ailleurs adorables, hein. Là aussi, j'ai vécu des moments hyper forts. Parce que du coup, elles m'ont soutenue très très fort, même si on ne parlait pas la même langue. Et en fait, oui, c'était compliqué. Et là où je me sens chez moi, je dirais, bon bah, en Asie de manière générale, je me sens chez moi parce que je me sens bien. Bien Mhm. évidemment, dans mon pays, je me sens chez moi, mais en fait, j'ai pas forcément de définition précise du chez moi parce que pour moi, le plus important, je pense, je dirais, c'est, ça je l'ai vraiment compris, c'est je me sens chez moi quand je suis bien avec des personnes, quand je Hmm. me sens bien entourée. Et du coup, peut-être qu'au début, quand je suis arrivée en Hong Kong, je me sentais pas chez moi parce que j'étais juste avec mon copain qui m'a épaulée comme pas possible et qui m'a vraiment beaucoup aidée. Mais je me sentais pas chez moi parce que je connaissais encore personne et que voilà, c'était compliqué. Mais il y a des pays où, tu vois, par exemple, ici, c'est très facile de rencontrer des gens et du coup, je me sens plus facilement chez moi parce qu'il y a une certaine interaction, une certaine empathie avec les gens, certains contacts. Et pareil, quand je rentre en France, je me sens chez moi parce qu'il y a mes amis, parce que je me sens entourée. Mais du coup, pour moi, la définition du chez moi, c'est plus les personnes que le lieu en lui-même, en fait. Je sais pas si c'était clair. Après, ou en tout cas pour moi c'est limpide. Ton chez toi c'est là où tu es bien entouré au final. Oui, c'est ça. C'est poétique, c'est beau, j'adore. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour vivre la vie que tu as actuellement, de bouger un petit peu tout le temps ou autre? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qu'on t'a dit et que tu appliques au quotidien? Je dirais plutôt, je pense que ce qui m'aide le plus, c'est ce que mes parents m'ont transmis. Je vais peut-être revenir un peu sur ce que je disais au début, mais c'est sur cette prise de risque. Dans la vie, si tu veux faire des choses, si tu veux, je sais pas, gagner plus d'argent, réaliser tes rêves, il faut prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose.
qui pour moi est très important. Parce que sans risque, il n'y a pas de réussite derrière. Et donc du coup, ça je pense que c'est un conseil que si un jour j'ai des enfants, je leur donnerai clairement. Prenez des risques. Vivez votre vie, vivez vos rêves, faites des choses, passez à l'action. Tellement de gens qui ont des rêves et qui passent jamais à l'action. C'est trop triste. Et ça, tu vois, ça c'est une de mes angoisses, c'est mourir et pas réaliser mes rêves. Et je me dis, bah, je suis jeune, j'essaye de faire le plus de choses possible aujourd'hui. C'était fort. C'était fort. Non, mais je suis complètement en raccord avec toi et j'espère que, bon, en tout cas, moi, ça résonne en moi et j'espère que ça résonnera par rapport aux personnes qui verront ou qui écouteront ce podcast-là. Et vis-à-vis de tout ce que tu expliques et le côté relationnel qui est hyper important et hyper fort, je trouve, comment tu arrives justement à maintenir ces relations? Parce que bah, j'imagine que tu en as plein partout maintenant. Et j'imagine que quand tu bouges, c'est pas facile non plus de laisser peut-être d'autres, des personnes que tu connais, même si tu sais que tu vas en découvrir d'autres tout aussi géniales. Comment tu arrives à gérer ça, la partie relationnelle? C'est vrai que tu as touché le point qui, pour moi, effectivement, est plus difficile. C'est à chaque fois que je pars d'un pays, c'est de dire au revoir. C'est toujours super difficile. C'est de dire au revoir. Mais en même temps, tu vois, quand on est parti de Hong Kong, il y a peu de temps, je me suis dit, on fait pas de fête de départ ou de choses comme ça, parce que enfin, c'est trop symbolique. Pour moi, on va revenir. C'est pas grave. On va bouger, on va changer d'endroit. Et ensuite, avec mon copain, on fait pas de fête, parce que ces gens-là, on va les revoir. Et tout simplement, bah, tu vois, par exemple, là, j'ai une amie hongkongaise qui, dans 15 jours, va venir me voir à Da Nang. Parce que c'est à 1 heure et demie de Hong Kong. Voilà, tu vois, c'est des choses, en fait, très simples. C'est, non, pas de, j'aime pas faire des au revoir, tu vois, ça me brise le cœur. J'aime pas dire des au revoir et juste te dire, ben, on va se revoir, c'est pas grave, on va bouger. Toi, tu vas bouger, moi, je vais bouger. Si c'est une vraie amitié et que ça tient, ça va se faire. Donc, il y a des vraies amitiés comme ça. Et puis après, bah, forcément, t'as des personnes que tu rencontres, que tu reverras pas forcément dans ta vie, mais c'est pas grave. Je suis hyper contente d'avoir croisé leur chemin parce que ces personnes-là m'ont fait grandir. J'espère que peut-être je les ai aidées aussi. Et juste, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle change, j'en rencontrerai d'autres. Et après, bien évidemment, bah, j'ai ma famille et mes amis très proches qui sont en France. Et alors ça, pour moi, c'est très important de garder pour le coup un lien très fort, de les appeler régulièrement, même de rentrer dès que je peux en France pour essayer de les voir. Et dès que je rentre, je vois tout le monde, je prends du temps avec tout le monde. Ça, pour moi, c'est très important. Comme dirait un grand philosophe grec, Hakuna Matata, quoi, au final. C'est exactement ça. On doit Tu me résumer. fais. Lorraine, comment t'as découvert l'affiliation? Alors j'ai découvert l'affiliation du coup dans mon premier job quand j'ai commencé mon premier CDI. Bah c'était là j'avais 25 ans à l'époque, j'ai commencé mon premier CDI et en fait tout simplement sur la fiche de poste, c'était partenariat pour un média, donc Prisma Média. C'est le leader de la presse en France pour ceux qui connaissent pas Capital, Femme Actuelle, Géo, etc. Et donc j'ai décroché mon premier job là-bas et c'était du coup pour les accompagner sur les partenariats, développer des partenariats d'affiliation avec des marques et tout simplement monétiser les différents sites en ligne. Donc c'est là où voilà, j'étais hyper heureuse d'avoir été recrutée à ce moment-là parce que je connaissais rien de l'affiliation. Mais la personne qui m'a recrutée savait aussi que bah, personne en tant que junior n'était déjà formé là-dessus. Et du coup, mon ancien manager, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, m'a formé sur tous les sujets et m'a fait découvrir, on va dire, l'affiliation de manière large. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert les sujets, tout simplement. Mais j'avais jamais appris quoi que ce soit sur le sujet avant de venir. Et aussi, je me souviens que quand j'ai postulé, j'ai vu cette offre et je me suis dit, oh là là, ça a l'air super compliqué. Je voyais, il y avait écrit, faut maîtriser Google Analytics, faut maîtriser ci, faut maîtriser là. Et moi, à l'époque, j'étais super junior, je sortais de stage, je me disais, oh là là, je sais pas du tout faire ça. Et je me suis dit, allez, on s'en fiche là, tu tues ce syndrome, ce complexe de l'imposteur, tu postules quand même, et puis tu verras bien. J'ai été contactée, je me suis dit, bon bah, ok, why not? J'ai passé les entretiens, et ça a marché. Et en fait, je me dis, bah, j'aurais pu ne pas postuler en me disant, ah, tu corresponds pas du tout au poste. Mais en fait, non, parce que du coup, ce que mon ancien manager à l'époque a retenu, c'était, je suis capable de monter en compétence sur les sujets. Il savait très bien qu'il allait pas trouver un mouton à cinq pattes. Mais il cherchait quelqu'un qui était capable de monter en compétences. Et c'est ce que je voulais aussi. Et du coup, c'est pour ça que ça a matché. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où je pense qu'on a à peu près le même âge. On est une génération où tu as plein de nouveaux métiers qui se sont développés d'un coup. Et les offres, au final, c'était très, bah, je cherche telle compétence. Et au final, bah, comme
toi, hein, moi je suis devenue growth marketer, j'avais postulé à une, à une offre, j'avais fait la moitié des choses qui étaient dans l'offre. Et c'est intéressant dans le sens où tu dis que tu t'es beaucoup formé dans le tas. Au final, c'est tes mentors qui t'ont formé plus que les compétences que tu as appris à l'école. Exactement. Et exactement. Et j'imagine que du coup, toi aussi, quand t'as postulé, tu t'es dit, allez, prends sur moi, j'apprendrai sur le tas et tant pis, je tente, quoi. Je tente, c'est pas grave. Et en fait, il y a tellement de gens, je pense, et surtout, je pense des femmes qui ont plus facilement le complexe de l'imposteur, qui osent pas postuler, qui se disent, ah non, il faut que je rentre dans toutes les cases. Mais non, en fait, tu vois une offre, je pense que potentiellement ça pourrait te plaire. Même si tu rentres pas dans toutes les cases, tu y vas. Il n'y a pas un profil parfait qui existe. En fait, tu tentes et tu verras bien. En fait, c'est s'auto-saboter que de ne pas le faire. Et c'est Surtout dommage. que tant que tu fais pas, tu sais pas. Et au pire, Mm, tu auras un non et ça va pas te faire. Tu peux rebondir, je pense. exactement. Quels ont été les moments clés bah, là, tu as parlé de ton premier CDI et qu'est-ce qui t'a fait shifter en disant, bon, bah là, je pense que j'ai suffisamment appris, je quitte mon CDI et là, je me lance dans mon projet, dans mon parcours entrepreneurial. C'est quoi qui a fait la bascule chez toi? Alors, il y a eu plusieurs choses. Donc, comme je disais, j'étais super heureuse à Paris. Ma vie était très tranquille. J'étais dans une certaine routine. Tout allait bien. Et je me suis dit, bah, en fait, ça va trop bien dans ma vie. Tout est tranquille. Je sais à chaque fois quand est-ce que je pars en vacances, machin. Mon appartement, j'ai le même depuis 4 ans. J'adorais cette vie. Mais je me suis dit, si t'as envie de te souvenir de toutes les années de ta vingtaine, et plus encore, pas que la vingtaine, mais faut que tu vives des choses, faut que tu fasses des choses. Donc il y avait cette volonté-là de vouloir changer. Je dis, il faut que je change. Il y avait la volonté de vouloir retourner en Asie, puisque je me l'étais promis, et ça, je savais qu'il fallait que je reparte. Et il y avait aussi le fait que, effectivement, bah, niveau salaire, j'étais bloquée, ça j'avais bien compris, et que je m'étais rendu compte à l'époque que du coup, mon copain que j'ai rencontré dans mon entreprise était payé 20% de plus que moi sur la même typologie de poste. Alors je sais qu'il y a toujours 1000 excuses, qu'on peut toujours trouver 1000 excuses de pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes. Mais j'ai eu une belle augmentation suite à ça, donc je suis très contente. L'entreprise a vraiment fait les choses, mais j'ai pas atteint le salaire que je souhaitais avoir tout simplement. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'attendre que ce soit l'entreprise qui me donne un salaire, et qui me donne le salaire que je veux et que du coup je sois dans une position où je réclame, pourquoi moi j'irai pas le chercher moi-même? Pourquoi moi en fait je ne deviendrai pas entrepreneur libre et que peut-être que j'en suis capable? Je dis bah pourquoi pas essayer? Et du coup c'est de là que tout est parti. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bon, bah, allez, on arrête tout, on part de l'entreprise. On s'est vraiment dit ça sur, sur un coup de tête en rentrant du travail sur le scooter. Je lui ai dit, allez, tu veux pas qu'on parte à l'étranger? Il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas. Et en fait, on est arrivé à la maison, on était super contents. On s'est dit, mais bah, c'est ça en fait, faut qu'on parte. Ça va nous faire du bien, faut qu'on parte. Et je sais pas, à partir de ce moment-là, on avait allumé une petite flamme, tu vois. On avait un nouveau projet, on avait quelque chose, alors que notre vie était tranquille, elle était trop belle notre vie, on l'adorait, mais elle était toute tranquille. Et du coup, on a commencé à se bouger. Et au début, je savais pas trop ce que j'allais faire, du coup, est-ce que vraiment je commençais ce business là tout de suite? Est-ce que je trouvais un post CDI pour être sûre sur place, etc. Donc j'ai tenté plein de choses. Et puis au final, les choses se sont faites toutes seules en fait. C'est-à-dire que j'ai une entreprise concurrente de Prisma Media qui m'a contactée pour un poste en CDI chez eux. Et je me suis dit, bon, bah, je passe l'entretien. On sait jamais. Puis j'avais besoin de savoir, voilà, comment je me positionnais, tu vois, au niveau salaire, etc. J'avais besoin de savoir. Je me suis dit, ça m'entraînera, je passe l'entretien. J'ai été prise et j'ai pris la décision du coup de pas y aller parce que je voulais partir à l'étranger. Et une semaine plus tard, cette personne-là qui m'avait proposé le poste m'a dit, bah écoute, est-ce que tu veux pas bosser comme freelance pour nous? J'ai dit, bah c'est ça en fait. La raison, c'est ça, il faut que je fasse ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Mais c'était pas évident parce que j'ai commencé freelance du coup d'un coup, un peu comme ça sur un coup de tête. Et en fait, c'est quand j'ai commencé que je me suis dit, bah oui, c'est sympa en fait. Et peut-être que je peux aller chercher d'autres clients. Et au début, c'est difficile dans ma tête. Je me disais, je savais pas si j'en étais capable, tu vois. Je me disais, oh là là, mais comment je vais trouver des clients? Et puis, est-ce que l'affiliation, c'est un bon créneau? Est-ce que... Donc en fait, tout simplement, j'ai tenté. J'ai commencé à m'inscrire sur Malte. J'ai commencé à contacter des gens, je vais commencer et en fait, de fil en aiguille, ça a marché. Tout doucement, chaque jour, je mettais un petit caillou et en fait, ça s'est construit comme ça au fur et à mesure. Et donc du coup, bah voilà, c'est ça mon parcours jusqu'à aujourd'hui, on va dire, et c'est comme ça que j'ai pris la décision de partir en Asie et de monter ce business-là au fur et à mesure. Mais au début, il n'y avait rien
qui était prédestiné en fait. J'ai laissé les choses se faire et j'y suis allée un peu avec mon intuition. Moi, ce que je retiens, c'est la discussion avec le copain. J'ai envie de démissionner, tu veux pas qu'on démissionne ensemble? C'est la première fois Ça que c'est pas j'entends passé comme ça. ça. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, là, vous vivez votre meilleure vie, donc très bien. C'est vraiment passé sur le scooter en rentrant du travail en se disant, tu sais, ce moment où parfois tu pars du travail et puis t'es un peu énervé, tu dis, ouais, machin, il a dit tel truc, ou tu dis, oh, la réunion, le client, ou enfin, le partenaire, il m'a saoulé, il était pas d'accord, tu vois ce que je veux dire? Et on s'est dit, Mhm. non, mais c'est négatif, ça, c'est négatif, tu vois. Tu vois, je lui ai dit, ah, faut qu'on arrête de se plaindre. Plutôt que de se plaindre, on va prendre notre vie en main et on va faire les choses, en fait. On va se sortir de cette situation. Si ça nous convient pas et qu'on fait que se plaindre, en fait, on va rester toujours au même endroit, et puis dans 20 ans, on en reparle, on est toujours là, sur le même poste, avec les mêmes personnes qui sont toujours là, et personnes que j'adorais, hein. J'adorais mes collègues, vraiment, super relation avec eux. Mais c'est vrai que je sentais qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément heureuses, qui étaient là depuis longtemps dans leur travail, et je me disais, bah, c'est dommage, juste parce qu'elles ont peur de bouger, bah, elles restent sur un emploi qui leur convient pas. Je vois très bien ce que tu veux dire et c'est bon, je vais pas faire de généralité, je suis pas là pour ça, mais t'as quand même des personnes et même dans mon entourage, hein, des personnes effectivement qui sont dans une situation qui ne leur conviennent pas, mais qui ne sont pas portées solution. C'est juste qu'ils se disent ils sont dans cette situation et voilà. Et j'ai eu un exemple très récent hein, de quelqu'un qui est dans une entreprise qu'elle n'apprécie pas, qui est un peu, qui se sent bloquée. Et quand tu lui apportes des solutions que tu lui proposes, cette personne-là retrouve d'autres excuses, tu sais, en disant oui, mais Mm. si je fais ça, bah j'aurais plus, je dis n'importe quoi, j'aurais plus mon ma carte ticket restaurant. Si je pars, bon après il y a des choses qui s'entendent, hein, bien sûr. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que voilà, il y a quelque chose qui te convenait pas et tu t'es dit, voilà, problème, solution. Il faut trouver une solution à ce problème-là. C'est ça. C'est ça. C'est exactement comme tu dis. Moi, je connais pas mal de personnes comme ça aussi qui ont peur, en fait, tout simplement. Ont peur de changer. Et comme tu dis, tu essaies de leur apporter des solutions, mais en fait, c'est pas ce qu'elles attendent. Elles attendent du soutien psychologique, mais elles Mm. sont pas prêtes encore à passer le cap. C'est parce qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur la prise de risque. C'est très compréhensible. Mais il faut arriver à passer ce cap et passer à l'action, en fait. C'est ça le plus dur. Tout à fait. Alors, pour nos chers auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi l'affiliation et aussi c'est quoi un bon programme d'affiliation? Alors déjà, peut-être pour séparer, du coup, deux choses. Effectivement, il va y avoir l'affiliation au niveau des médias et des sites web. Là, c'est vraiment, on vient chercher, c'est pour expliquer un peu la mécanique, après j'explique un peu plus ce que c'est, mais Ouais. on va venir chercher en fait des programmes d'affiliation pour venir monétiser des sites web et des contenus. Et ensuite, on va avoir des programmes d'affiliation, qui là sont du côté des sites e-commerce et produits, et on va du coup venir les aider à développer effectivement un programme d'affiliation et trouver de l'autre côté des affiliés, que ce soit des influenceurs, des médias, des sites de cashback, etc., etc. Donc, l'affiliation, c'est vraiment une méthode où on vient en fait vendre un produit à travers un lien ou un code traqué. Il y a plein de méthodes. Et en fait, un pourcentage de la vente va revenir à l'affilié, à celui qui l'a vendu. Donc un exemple que j'utilise tout le temps quand j'explique aux gens ce que je fais, parce qu'en général ils comprennent tout de suite, c'est, tu vois les influenceurs par exemple sur TikTok qui vont vendre des produits, ils vont utiliser un code promo. Donc disons qu'un influenceur va vendre des chaussures Nike, il fait un partenariat avec des chaussures Nike, il va mettre son code promo sur sa story. À chaque fois que vous allez prendre ce code promo, vous, vous allez acheter votre paire de Nike, vous allez avoir une réduction. Donc, je sais pas, 20% de réduction. Mais lui aussi, il va toucher quelque chose. Il va toucher un montant qu'il aura négocié avec Nike auparavant. Donc, ça peut être un pourcentage de commission aussi, ça peut être un frais fixe, peu importe, mais il va aussi toucher quelque chose. Et du coup, c'est vraiment cette méthode de, quand on pousse un produit, on récupère une partie d'argent du produit. Et donc, cette méthode-là, elle va vraiment permettre bah, de monétiser du coup des médias et des sites web avec des partenariats qui, bien évidemment, correspondent à l'ADN du média, à l'ADN du site web. Il y a différentes méthodes, il y a des boutons, des widgets, des liens texte, des articles de comparateurs, du content to commerce, enfin, il y a plein de méthodes. Et côté du coup produit, et bien là, ça va permettre de booster les ventes. Donc, tout simplement, de faire plus de ventes. En allant chercher des affiliés qui recommandent vos produits,
et donc là encore des affiliés qui correspondent à votre produit, à l'ADN de votre marque, on va pouvoir effectivement booster les ventes de ces produits-là. Il y a par exemple pour des programmes d'affiliation, tu as certaines marques, l'affiliation, écoute-moi bien, ça représente 30% de leur chiffre d'affaires. Waouh. Jusqu'à 30%. Et pour des sites qui sont un petit peu niches, c'est pareil. Ça peut représenter 30% du chiffre d'affaires. T'en as même qui sont... Alors, c'est même plus pour les sites, t'en as qui peuvent être rémunérés. J'en connais qui sont rémunérés à 100% juste via de l'affiliation. Donc, c'est des méthodes qui sont très intéressantes et qui sont souvent oubliées à la fois côté marque et à la fois côté site média. Parce que du coup, tu l'auras compris, pour les médias, ça permet une diversification des revenus. C'est-à-dire que tu as la régie pub qui vient vendre des articles sponsorisés, etc. Mais l'affiliation, ça va permettre vraiment une diversification des revenus et d'aller toucher d'autres marques. Et surtout, tu vois, quand tu as un contenu éditorial rédigé par des journalistes, de ne pas toucher à ce contenu éditorial, mais de tout simplement venir le monétiser. Donc si eux ont choisi de parler des chaussures Nike, c'est pas parce que c'est Nike qui est venu et qui a dit coucou, tu vas vendre mes chaussures, eux qui ont choisi de parler de Nike. Et ensuite, du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu viens monétiser ces chaussures qui sont dans l'article. Et du coup, au niveau journalistique, c'est OK, puisque c'est la partie éditoriale qui a choisi de mettre en avant ces chaussures-là, et ensuite tu viens monétiser. Hmm. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais c'est en gros oui, ça fonctionne. Limpide, limpide. Et vis-à-vis de ça, c'est hyper intéressant parce que là, tu parles de B2B et de B2C, donc du côté business et du côté utilisateur comme toi et moi lorsqu'on est en train de consommer du contenu en ligne. Est-ce que par rapport à ces deux gros secteurs, on va dire, est-ce qu'il y a des erreurs qui sont très courantes que tu vois, toi, aujourd'hui, quand tu es sur TikTok, comme tu as dit tout à l'heure, ou sur Instagram, des grosses erreurs qui peuvent coûter cher, justement, aux entreprises qui mettent en place de l'affiliation? Ouais, bien sûr, plein d'erreurs. Alors par exemple, tu vois, donc quand les sites médias, ils veulent faire de l'affiliation, mais qui mettent mal en avant les liens d'affiliation. C'est-à-dire qu'ils vont les mettre juste sur une seule phrase en contenu, ou alors tout à la fin, ou juste sur un encart display. Et en fait, tu as des petites méthodes qui permettent de mettre plus en avant ces liens d'affiliation. Tu vas avoir des boutons, par exemple, qui peuvent être du coup des boutons colorés qui vont ressortir un petit peu plus du contenu. Tu peux avoir des widgets aussi. Tu vois, par exemple, quand tu veux réserver un billet d'avion ou ce genre de choses, ça va être un petit widget qui va être intégré directement dans le contenu. Donc ça, c'est des erreurs de mise en avant. Tu vas avoir des erreurs aussi de choix des partenaires. Tu as des médias qui vont choisir les mauvais partenaires, des partenaires qui rapportent pas assez, qui rapportent des sommes modiques. Et en fait, tu mets des gros efforts, t'investis, tu mets des gros efforts, tu rédiges des contenus et tout. Et en fait, tu monétises pas parce que tu as mal choisi ton partenaire. Donc, bien cibler le partenaire et bien cibler un programme qui va te rapporter. Aussi, ça va être, par exemple, venir mettre le mauvais partenaire au mauvais endroit. Par exemple, tu vas prendre un partenariat qui n'a rien à voir avec ton contenu et du coup, ça va jamais transformer parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans l'affiliation aussi, quand tu viens le mettre sur le profil d'un affilié ou dans un contenu, c'est que c'est un service partenaire qui correspond à ton contenu qui va être intentionniste. Hmm. Parfois, tu vois, les gens, ils vont chercher en affiliation à aller chercher des grosses audiences, des audiences hyper importantes. Alors oui, bien évidemment, je vais leur répondre que plus t'as de monde, plus t'as de chances que ça convertisse. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la qualité de ton audience. C'est qui sont ces gens. Et parfois, tu vas avoir des petits influenceurs qui payent pas de mine, mais qui ont une audience super intentionniste. Et eux, ils vont plus te rapporter que des influenceurs qui ont une grosse audience, mais ils parlent de lifestyle et puis je sais pas, de finance et du coup, tu te perds un petit peu. Donc, je pense qu'il faut bien savoir aussi cibler et bien savoir mettre ton lien au bon moment dans le bon contenu. Après, côté programme d'affiliation, je dirais ça va être plus mettre son programme d'affiliation sur la mauvaise plateforme. Du style, je sais pas, tu fais un programme de mode. Je sais que par exemple, il y a beaucoup, t'es une entreprise pardon, dans la mode et tu fais un programme d'affiliation. La plupart vont sur la plateforme Affiliate, qui est une plateforme d'affiliation française. Parce que les gens, ils vont aller chercher. Tu vois, moi, quand je cherchais des programmes d'affiliation pour les médias de mode, je vais principalement là-dessus. Ou alors avoir une clientèle qui est internationale et se mettre sur une plateforme justement ciblée sur la France. Dans ce cas, il va falloir aller sur Awin. C'est une plateforme plus large, qui est internationale, où tu vas pouvoir trouver des partenaires internationaux. Donc bien choisir ta plateforme. Ça va être aussi bien choisir ton objectif. C'est quoi ton objectif? C'est comment tu vas
vendre et comment tu vas rémunérer tes affiliés. Est-ce que ça va être au CPC? Est-ce que ça va être au lead? Est-ce que ça va être à l'inscription? Est-ce que ça va être un pourcentage de commission? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien définir en amont parce que ça va tout changer. Tu comprendras que si tu vends une paire de chaussures ou que tu vends un service bancaire, bah, ça va pas se faire de la même manière. Et puis en plus, les différentes méthodes de le faire, il faut bien réfléchir. Est-ce que ça va être avec un code promo? Est-ce que ça va être avec un lien traqué? Pareil, quand tu fais de l'affiliation avec des applications, tu vois, c'est plus compliqué. Tu perds 70% des utilisateurs avec le tracking au niveau de la CMP, si tu restes sur un tracking avec un lien. Donc il faut mieux passer par un code promo. Tu vois, tout ça, c'est des petites questions un peu où il faut faire attention. Et puis, bah, bien évidemment, une fois qu'on a choisi l'objectif et comment on va rémunérer les affiliés, ça va être c'est quoi le pourcentage, enfin, c'est quoi ce qu'on leur donne, c'est quoi le montant. Et une des erreurs trop courantes des entreprises, c'est de se dire non, mais c'est bon, on leur offre tant de pourcentage, allez, on leur offre 5% du montant, les affiliés ils vont être contents. En fait, les affiliés, ils s'en fichent parce qu'il y a plein de programmes d'affiliation, il y en a des tonnes sur le marché. Et qu'est-ce qui fait que toi, en tant que marque, par exemple, de chaussures, tu vas te différencier du marché et tu vas pouvoir, du coup, trouver des affiliés? Et ben, la différence, c'est quand tu les rémunères bien et que tu mets quelque chose en place de puissant. Et c'est là aussi qu'il va falloir réfléchir, c'est que par affiliation, on peut entendre pas mal de choses. Tu vas avoir un programme d'affiliation classique sur les plateformes, mais tu vas aussi avoir un programme un peu plus ambassadeur, où tu vas vraiment aller sur de l'influence, chercher vraiment de l'influence. Tu vas aussi avoir, et ça c'est ce que les marques oublient le plus souvent, c'est que je leur dis tout le temps, vos principaux affiliés, c'est qui? C'est vos clients. Vos clients, ce sont vos meilleurs affiliés parce qu'ils connaissent vos produits, ils ont déjà acheté et ils sont prêts à les recommander s'ils aiment bien. S'ils rachètent, c'est qu'ils sont prêts à les recommander. Donc, pourquoi pas mettre en place un programme de parrainage, tout simplement. Et donc, c'est là où il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on met en place, qu'on en met en place. Trois programmes, est-ce que sur quelle plateforme, quel outil, quel tracking, quel objectif. Voilà, il faut bien se positionner là-dessus. Hyper complet. Merci pour toutes ces pépites que tu as données. Tu as parlé à un moment de chiffres, de suivi, de l'efficacité. Tu as parlé de CPC, tu as parlé de lead, tu as parlé de CMP. Même moi, je ne connais pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais un petit peu dégrossir un petit peu justement comment, en fonction de ce que tu vas mettre en place, tu peux même donner un exemple hein, si tu en as en tête, comment tu vas suivre justement l'efficacité, l'évolution, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, lorsque tu mets en place quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai parlé de CPC, coût par clic. Tu vas aussi avoir du coup le coût par lead. Et CMP, effectivement, c'est Consent Management Platform. C'est l'acceptation des cookies. Donc, quand tu as un Ah, tracking, effectivement, tu vas avoir cette petite CMP qui va s'afficher. Elle s'affiche toujours maintenant, c'est enfin, obligatoire, c'est obligatoire. Donc, du coup, tu peux accepter ou la refuser. Et en fait, quand tu es sur application, tu as 70% des utilisateurs sur iOS qui la refusent. Et donc, s'ils la refusent, tu perds le tracking. Tu vois. Et du coup, bah ça, il y a plein d'affiliés qui ne le savent pas. Et forcément, si tes affiliés, à un moment donné, ils se rendent compte que les efforts qu'ils mettent, ils essayent de vendre les produits, et ben ça ne fonctionne pas, ils vont arrêter de pousser. Et du coup, tu vas perdre ces affiliés, tout simplement. D'où le fait que c'est vraiment l'affiliation. Ça que j'aime bien aussi dans l'affiliation, c'est que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. C'est tu vends mes produits, je te donne de l'argent. Tu n'arrives pas à les vendre ou tu les vends pas, je t'en donne pas. C'est réciproque. C'est vraiment très réciproque comme fonctionnalité. Donc, voilà, et effectivement, pour suivre du coup l'affiliation, bah, tu vas avoir différents indices du coup que tu vas pouvoir suivre. Donc sur les plateformes, tu vas avoir des indices, notamment par exemple sur Awin, je pense à ça, tu as des indices qui te montrent effectivement où tu en es de ton programme, mais surtout, tu vas avoir le résultat direct par ton CA en fait, tout simplement. Tu vas voir où est-ce que tu en es dans ton CA, et surtout, la plupart du temps, tu vas te rendre compte que 90% des affiliés, enfin 90% de ton CA, il est fait par genre 10 affiliés. La hmm. plupart du temps, en fait, t'as plein d'affiliés et en fait, t'en as que quelques-uns qui te rapportent 90% du CA. Et du coup, quoi faire à ce moment-là? Eh ben, se focaliser sur ces affiliés qui te rapportent le plus de CA possible et arrêter de mettre des efforts sur des petits affiliés qui soit ne savent pas vendre, soit ne te rapportent pas assez de CA, ils n'ont pas la bonne communauté, peu importe, mais du coup, capitaliser sur ces affiliés existants et soit par exemple leur proposer plus, ça peut être leur proposer des pourcentages de commission plus élevés, leur proposer, je sais pas, des challenges, des bonus.
Mais en tout cas, avoir une relation avec eux. Il faut échanger avec eux. Échanger avec eux, mettre en avant tes produits, leur fournir des contenus affiliés. Ça, c'est important aussi. Beaucoup d'entreprises qui donnent pas assez de contenu, de matière, qui expliquent pas assez c'est quoi le produit, comment tu dois le vendre. Si tu n'expliques pas comment il faut vendre le produit, comment tu veux que les affiliés, qui derrière, du coup, au final, sont comme tes commerciaux, ils vont essayer de vendre le produit, comment tu veux qu'ils arrivent à le vendre? Donc, il faut vraiment former ces affiliés. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de créer de la relation avec eux pour que de leur côté, effectivement, ils puissent le vendre aussi à leur tour. Et donc, selon les plateformes d'affiliation, tes affiliés vont pouvoir suivre où est-ce qu'ils en sont. Ils vont pouvoir suivre le CA, le nombre de ventes qu'ils ont fait. Encore une fois, ça dépend vraiment des plateformes d'affiliation, mais tu vas pouvoir avoir parfois des trackings très précis où tu vas voir ça vient de telle page, la vente elle vient de telle page, de tel lien, de telle story que tu as faite. Voilà, tu as plein de manières différentes de savoir d'où ça provient. Mais du coup, en tant qu'accompagnant sur l'affiliation, ça va être vraiment bah, voilà, de donner de dire aux affiliés, ça fonctionne, ça va pas fonctionner, comment je peux t'aider, est-ce que tu as besoin de visuels, je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ça. Enfin voilà, t'auras compris un peu le principe, mais je dirais le principal du coup indicateur, bah, ça va être le CA au final. Combien t'as généré grâce à l'affiliation. Forcément, l'argent qui rentre, ce qui est normal, hein, parce que tu as un objectif business hein, quand tu mets en place un programme d'affiliation. Faut pas Exactement. oublier cet objectif qui est assez important. Tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais de médias, de la partie de choix de partenaires qui était cruciale, justement. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut garder en tête lorsque tu fais ce choix-là? Et est-ce que bah, dans la partie très média dont tu parlais, il y a cette partie, bah, moi j'ai une ligne édito par rapport à mon article ou par rapport à mon média en particulier, donc je vais plus faire le choix de tel ou tel partenaire par rapport à ma ligne édito. Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête quand tu fais ton choix? Oui, bien sûr. Hyper important. Alors, en premier, ça va être important pour vendre les produits. Parce que si tu choisis les mauvais partenaires, et que je sais pas, tu vas prendre un programme, j'ai n'importe quoi, un programme de mode, et que tu vas le mettre sur un magazine qui est très finance, bah tu vas jamais réussir effectivement à le vendre. Ça n'a pas de lien, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si tu prends un produit qui va être un produit financier et que tu viens le mettre sur ton média finance, effectivement, c'est hyper intentionniste et ça va se vendre. Donc, toujours effectivement bien réfléchir à c'est quoi le partenariat que je sélectionne pour tel média. Ensuite, il y a une autre réalité qui rentre en compte, euh, c'est que tous les médias, ils ont des journalistes et que, bien évidemment, il y a l'indépendance du contenu éditorial. C'est très important pour chaque média. Et donc, c'est très important aussi de valider ces partenariats-là avec la rédaction, être sûr que ça leur convient. Ça dépend aussi comment fonctionne le média, comment on se positionne. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec les journalistes parce que c'est dans notre intérêt. Quand tu travailles avec les journalistes et que tu leur dis, bah, choisissons ensemble le partenariat, c'est dans ton intérêt puisque eux aussi, ils vont ensuite rédiger des contenus pour le pousser, ce partenariat-là. Et c'est gagnant-gagnant parce qu'on est une entreprise à la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est faire du chiffre d'affaires. On veut que ça rapporte. Et donc, si eux, ils font du contenu à valeur ajoutée qui est en lien avec le partenariat qu'ils ont choisi, qu'ils ont trouvé bien pour le média, bah, c'est bénéfique. Là, tu fais une explosion de revenus parce que tu es dans une logique qui fonctionne, tout simplement. Un cercle vertueux, forcément. Mm. C'est ça. Est-ce que tu as vu, toi, avec bah, l'expérience que tu as maintenant, une évolution dans la manière d'affilier, dans la manière de faire des partenariats, dans le sens où bah, forcément, c'est bon, même si ça reste niche, c'est quand même quelque chose qui est connu du grand public, hein. Moi, si j'ai un exemple que je peux donner, par exemple, bah, j'aime beaucoup le sport, comme tu as compris. Dans le secteur du sport, tu as la marque Gymshark, peut-être que tu connais? Je pense que tu connais. Ça me dit quelque chose de non. Mais c'est bah, l'entreprise, elle a grandi par les partenariats qu'ils font avec des influenceurs, hein. Le gars, lorsqu'il a lancé son business, il commençait à créer ses vêtements de sport à la main. Tu vois, il les cousait à la main, etc. Et volontairement, il l'envoyait à ses idoles dans le secteur du fitness qui, eux, bah, poussaient le produit. Et c'est comme ça que son entreprise s'est développée. Et maintenant, vraiment, à chaque collection, il y a toujours enfin, c'est toujours la même chose. Il y a les fitness gourous, entre guillemets, qui mettent en avant les vêtements de sport. Si bien qu'aujourd'hui, et c'est une sensation que j'ai en tant que consommatrice, il y a un côté très saturation, dans le sens où toutes les... enfin, tout. Faut être raisonnable dans ce que je vais dire.
T'as beaucoup de marques de sport qui ont suivi cet exemple-là parce que c'est un exemple qui a fait ses preuves et qui fonctionne forcément. Donc des partenariats, enfin des fit girls qui mettent des brassières brandées, etc. T'en vois partout. Mais voilà, moi j'ai ce sentiment que j'ai des liens d'affiliation partout dans cette niche-là en Mm. particulier. Mais toi, vu que tu es vraiment dedans en tant qu'experte, est-ce que tu as vu une espèce d'évolution avec les années de l'affiliation, des choses qui se font trop, des choses qui ne se font pas assez? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, bah carrément, bah, le marché, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment saturé de programmes. C'est exactement comme tu dis, tu vois des liens d'affiliation de partout, de tous les programmes. Tout le monde veut lancer son programme. Toutes les marques de compléments alimentaires aussi, ça Oui, rejoint le sport, veulent aussi lancer leur programme. Et c'est là où c'est important de sélectionner du coup son programme quand tu es un média, quand tu es un site web, de pas prendre n'importe quoi, de pas vendre n'importe quel produit. L'affiliation existe depuis très longtemps, hein. De base, ça a commencé avec des sujets un peu touchy, hein. Il commençait avec des produits minceurs, ce genre de choses, des trucs qui sont mauvais pour la santé et qui sont pas des bons produits, tout simplement. Ils te mentent quand ils te vendent ça. Et du coup, faire très attention à ces produits. Tu vois, moi, je veux pas travailler enfin, je refuse en tout cas de travailler pour des marques qui veulent vendre des choses, des produits qui ne me conviennent pas. Pour moi, l'affiliation, c'est super bien. Ça permet de motiver les médias du moment que, et de vendre tes produits quand tu es une marque, mais du moment que ce sont des bons produits. Et effectivement, bah, je dirais, pour se différencier un petit peu de cette concurrence, tu as raison, le marché est super saturé, et va essayer d'apporter peut-être de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu apportes à ton affilié, tout simplement? Qu'est-ce que tu peux apporter aussi à l'audience avec tes produits? Peut-être que, je sais pas, il y a une communauté que tu peux faire, inviter des affiliés à des événements ou inviter même les lecteurs de l'affilié à des événements. Peut-être un peu des mécaniques comme ça à imaginer, des groupes. Tu vois, des groupes, pas de sport. Je réfléchis à chaud, hein, je te réponds comme ça. Je sais pas, des groupes de sport où tu dis, voilà, les personnes qui ont déjà acheté via le lien de l'affilié, on vous invite à un groupe pour discuter, puis après un événement, puis je sais pas, vous pouvez avoir telle newsletter gratuite. Mais il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée parce que à un moment donné, effectivement, on trouve des codes promo partout. En plus, c'est Black Friday à H24 maintenant, c'est pas que en novembre. Et on est aussi un peu dans une logique de surconsommation. Donc peut-être effectivement, bah voilà, mettre en avant les bons produits, les bonnes niches, laisser tomber celles qui sont pas bonnes, tout simplement, celles qui fonctionnent pas, qui sont pas bonnes, et aller. Là, je réponds, tu vois, à la place, si j'étais un influenceur, et bah voilà, j'irais choisir des produits qui me correspondent, sont selon mes valeurs et qui apportent de la valeur ajoutée à ceux qui vont regarder ma chaîne. Et si je suis un média, qui vont apporter de la valeur ajoutée à mon média. Parce que oui, ça va me rémunérer, mais l'objectif principal, c'est de proposer un service à ceux qui vont me lire, à ceux qui vont me suivre. Et du coup, peut-être que tu vois, le positionnement aussi en tant qu'influenceur, c'est de dire vraiment, et je sais qu'il y en a de plus en plus qui essayent de le faire, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais c'est vraiment de dire, bah voilà, il y a plein de marques qui me contactent, qui proposent plein d'argent, mais moi je ne sélectionne que ce qui me convient à moi, qui rentre dans mes valeurs. Et du coup, c'est de créer une sorte de confiance avec les gens qui regardent cet influenceur-là, qui lisent ton magazine en ligne, pour effectivement créer une confiance et leur dire, vous inquiétez pas, je sélectionne ce qui est bien pour moi, ce que je vous recommande, qui selon moi est bien, et pas ce qui me rapporte de l'argent, tout simplement. Et ça c'est intéressant comme vision. Et là-dessus, est-ce que tu penses que c'est un choix qui est forcément facile dans le sens où, bon, moi je traîne beaucoup sur YouTube, par exemple, je consomme énormément de contenu YouTube, j'ai YouTube Premium pour pas avoir de pub, justement, mais par contre, en termes de mise en avant, bah forcément, t'as plein de mises en avant et t'as souvent les mêmes marques qui reviennent, tu vois, les VPN, comme t'as dit, t'as des compléments alimentaires aussi, je vais pas parler de marques, on sait jamais si je me fais sponsor un jour. Mais voilà, t'as souvent les mêmes entreprises qui reviennent avec des partenariats avec des influenceurs. Et au final, quand tu regardes, bah, c'est des influenceurs qui sont très différents les uns des autres. Donc, à un moment, tu te dis, entre ce que mon influenceur me dit en termes de valeur et ce qu'il propose, parfois tu peux avoir un delta. Mais moi, forcément, le marketing, c'est mon travail comme toi. Je me dis que en termes de réflexion, ça peut ne pas être aussi évident
côté la personne qui accepte ce partenariat-là. Est-ce que toi, tu as eu des cas de figure où justement tu vois des personnes qui acceptent parce qu'il faut accepter en fait, mais qui prennent pas le temps de choisir en fonction des valeurs que tu promeus? Oui, c'est sûr. J'ai pas d'exemple précis là comme ça en tête à te donner, mais c'est vrai que oui, il y en a qui. T'as des influenceurs qui réfléchissent pas et qui effectivement, juste si tu leur proposes un frais fixe, ils disent bah ok, let's go, on y va. Surtout en général des petits influenceurs du coup, ceux qui ont pas des grosses communautés, forcément plus tu as des influenceurs qui ont des grosses communautés, plus du coup ils sélectionnent. Que s'ils ont de toute façon une grosse communauté, c'est qu'ils ont réussi à ça créer et que du coup ils ont réussi à avoir la confiance de ces gens-là. Et du coup, tu romps pas la confiance comme ça en proposant des produits de n'importe quoi. Euh, mais oui, clairement, tu en as, je pense, qui acceptent très vite et on peut le voir. Maintenant, tu vois un peu tout sur les réseaux sociaux, des gens qui reçoivent justement, on parlait des compléments alimentaires, qui disent ah oui, j'ai testé tel complément alimentaire, machin, mais bon, je n'ai pas la preuve, mais je pense qu'ils les ont pas testés. Je pense que la plupart ne les ont pas testés et non, ça veut rien en fait, tout simplement, et qui vendent le produit, qu'ils le mettent en avant juste parce qu'ils l'ont reçu gratuit et que bien évidemment, ils ont touché un petit chèque derrière. Et c'est là où, quand tu es un influenceur et que tu proposes un produit et que tu le recommandes, tu apportes vraiment de la valeur ajoutée parce que tu te différencies du reste. Très clair. On a beaucoup parlé des avantages de tout ce qui est programme, affiliation, les partenariats. Est-ce qu'il y a des moments donnés où toi, tu ne conseilles pas de se lancer dedans pour X ou Y raison? Bah, je dirais plutôt, en fait, ça va dépendre du secteur. Tu peux avoir des secteurs, par exemple, sur la finance, tu vois. Ouais. Ça peut être touchy, un peu. Alors, du coup, je dirais, plutôt que de proposer un programme, tu vas par exemple proposer un programme d'affiliation, par exemple sur, je sais pas, du crowdfunding ou ce genre de choses. Tu sais, c'est un peu délicat, tu vas pas mettre un truc et puis ça marchera pas. Enfin, je pense, je l'ai jamais fait, mais je pense pas que ça marchera. Tu vas pas te mettre sur une plateforme d'affiliation et dire venez vendre tel service financier, machin. C'est un peu compliqué. Donc là, je viens proposer quelque chose de différent et c'est plus, par exemple, mettre en place un système de parrainage, tu vois. C'est plus intéressant. Moi, en tant qu'utilisateur, j'ai déjà testé le produit et je recommande à ma famille, mes amis, etc., de venir tester le produit. Par exemple, tu vois, euh, pour donner des exemples, tu avais Clubfunding, donc c'est du crowdfunding, qui propose de donner 100 euros aux parrainés et aux parrains. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises, mais tu vois, c'est vraiment cette logique de, du coup, chacun gagne de son côté en venant. T'as Boursorama, moi, qui fait beaucoup ça aussi, ils font des parrainages en permanence sur, tu crées ton compte, tu touches tant d'euros, et toi, le parrainé, tu touches tant d'euros. Et donc, eux, tu vois, ils font pas des programmes d'affiliation parce que c'est quand même un peu touchy, tu as l'AMF derrière. Il faut aussi voilà, faire attention, du coup, aux influenceurs que tu vas aller chercher. Mais sous le format programme de parrainage, ça se fait sans problème. C'est juste que ce sera pas un programme d'affiliation comme les autres sur une plateforme d'affiliation. Voilà, c'est juste ça la différence. Hmm, très clair. Et toi, tu as aussi ce côté dont on a parlé tout à l'heure, hein, que tu bouges beaucoup, que tu vois beaucoup de choses. Tu es allé dans différents pays et j'imagine que tu te nourris aussi de la culture locale, peut-être des médias ou autres. Est-ce que le fait d'être dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui t'inspire aussi dans ton travail avec des visions peut-être un petit peu plus, pas fraîches, mais différentes de ce qu'on peut voir sur le marché européen, par exemple? Bah, c'est sûr que je pense que mon mode de vie me force à penser différemment aussi du coup dans mon travail, ça c'est sûr. Mais après oui, effectivement, c'est plus parce que du coup je recherche en ligne et que je suis confrontée à ce genre de choses. Mais sur le marché américain, effectivement, ils sont super développés sur l'affiliation. Alors, Mhm. je dirais pas toutes les marques, mais beaucoup ont des programmes d'affiliation. Tu peux vraiment trouver de tout. Et par exemple, en France, on est super en retard sur le sujet de l'affiliation. On est très en retard et voilà, il y en a plein qui n'ont pas encore mis en place un programme d'affiliation. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'on est à la fois en retard et à la fois le marché est déjà saturé. Mais bon, ça c'est un fait, tu vois. Mais du coup, effectivement, je pense qu'on est en retard par rapport à l'Amérique et on est en train en ce moment de se développer et de rattraper ce retard, effectivement. Tu penses qu'on en a conscience de ce retard? Oui, je pense que globalement, bon, pas tout le monde, hein. Je pense qu'on en a conscience. La plupart des médias commencent en tout cas à se mettre sur le créneau de l'affiliation. Euh,
mais je dirais 50 peut-être 50%, ouais, sont pas encore au courant que l'affiliation, c'est un bon levier. Et en fait, c'est quand ils voient leurs concurrents qui se disent: «Ah, mais lui, il a mis quoi en place? Il a mis des liens d'affiliation? Ah, bah, ça pourrait être intéressant». En fait, ils savent pas que bah, c'est important de bien choisir tes programmes. C'est important de le mettre au bon endroit, au bon moment, dans le bon article. C'est important de faire des benchmarks, de faire même des partenariats un peu plus globaux. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ça peut vraiment leur apporter beaucoup plus d'argent. Et du coup, c'est dommage parce ils passent à côté. Et tu vois, je pense qu'aux États-Unis, bah, les médias, oui, tous, ils sont sur l'affiliation, hein, tous, ils monétisent leur contenu à fond. Alors qu'aujourd'hui, il y en a plein. Moi, je rencontre du coup parfois des clients qui arrivent, qui ont déjà créé leur site internet, leur site média, etc. Et avec plein de contenu, il est super beau, il est super bien fait, mais il n'y a pas un lien d'affiliation. Hmm. Et je dis, mais c'est trop dommage. Là, tu t'as parlé de tel produit, de telle expérience. Genre, ils écrivent des articles sur des hôtels ou ce genre de choses. Et en fait, je dis, mais c'est trop dommage. Là, tu pourrais mettre un lien Booking, par exemple. Et tu touches des commissions à chaque fois que quelqu'un vient via ce lien. Et donc, du coup, je pense que là, en ce moment, il y a un peu une prise de conscience sur cette thématique. Mais on est vraiment au début. C'est en train de se développer, mais on est vraiment au début en France, je dirais. Et justement, quand tu as quelqu'un qui vient te voir aujourd'hui et qui te dit, bah Lorraine, j'aimerais lancer quelque chose pour mon site parce que bah, j'ai pris conscience, ou comme tu as dit, j'ai vu mon voisin qui faisait pareil et j'ai besoin de me lancer dedans. Voilà, quand tu as quelqu'un qui est devant toi aujourd'hui, de te dire, bah voilà, là il exprime mon besoin. En étape 1, je vais faire ça avec lui. Étape 2, étape 3. Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place avec lui pour savoir où est-ce que tu vas aller de plus pertinent pour lui? Ouais, bien sûr. Bah déjà, prends conscience du site média, de sa taille et de son audience. C'est-à-dire que j'ai besoin d'échanger avec la personne et de savoir, ok, au niveau audience, on en est où? Parce que bah, forcément, c'est quand même un peu important. Même si c'est l'audience intentionniste qui est la plus importante, si tu fais 1000 vues par mois, c'est sûr que c'est pas avec ça que tu vas monétiser ton site. Donc il faut déjà qu'on ait quand même au moins une certaine audience sur le site pour pouvoir commencer à monétiser. Ensuite, je demande effectivement, est-ce qu'il y a déjà des leviers de monétisation qui sont mis en place? Parce qu'il ne faut pas que les leviers de monétisation se rencontrent et du coup se bloquent entre eux, tu vois. Parce que tu en as du coup qui vont arriver, qui vont déjà mettre de la publicité un peu partout. Il y en a d'autres, faut pas toucher à tel article parce que c'est un contenu sponsorisé. Hein, tu vois, tu as tellement de choses sur les sites internet, tu as tellement de manières de monétiser qu'il faut aussi créer un environnement qui soit sympa, agréable, tout simplement pour l'utilisateur, qu'on ait une bonne UX. Si on a trop de choses qui se mélangent entre elles, ça va être terrible. Donc j'essaie de voir avec la personne, ok, qu'est-ce qui est déjà mis en place? Si oui, il y a des choses qui sont mises en place, c'est quoi les chiffres? Par exemple, si on nous a déjà mis en place du brand content, ok, c'est quoi tes chiffres? Combien ça te rapporte par mois, concrètement? Pour que moi je puisse avoir une idée de ce qui est déjà fait, ce qui rapporte ou non. Et en fonction de ça, je propose quelque chose de l'ordre de l'A/B testing. C'est-à-dire que, moi, je me dis, je pense que ça peut être bien, la contest, de mettre des liens d'affiliation sur tel partenariat à tel endroit. Donc, j'ai déjà en tête les partenariats qui fonctionnent. Je sais que si je choisis celui-ci ou celui-ci, ça marche bien, parce que j'ai déjà expérimenté. Et puis, voilà, je le sens bien à ce moment-là. Et parfois, je peux me dire, bah non, je sens que l'affiliation pur et dur à ce moment-là, ça n'a pas marché. Je te propose de faire plutôt une mécanique de content to commerce. Content to commerce, c'est quand tu vas faire des articles, rédiger des articles et vraiment pousser un produit au sein de l'article, avec une promotion par exemple. Je dis, je sais pas, je le sens bien. On va plutôt faire ça. Et du coup, je vais toujours réfléchir dans une logique de qu'est-ce qui peut rapporter le plus au site internet à l'instant T. Je vais du coup dans cette logique-là et je commence à travailler par qu'est-ce qui peut rapporter le plus. Et toujours, comme je disais tout à l'heure, dans une logique de test and learn, on regarde, ça fonctionne, tant mieux, on continue, on y va à fond, ça fonctionne pas, on arrête. On arrête tous les efforts sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on avance au fur et à mesure, et en fait c'est étonnant parce qu'il y a des sites ouais, qui vont se monétiser d'une manière totalement différente. T'en Hmm. as, ça va être que via du brand content, t'en as, ils vont faire que de l'affiliation. Enfin, c'est vraiment étonnant. Tu peux avoir des mixtes. Je trouve que ça dépend vraiment ouais, de la thématique du site en fait. Et justement, quand tu travailles avec ces sites-là, est-ce que tu vas travailler par article, c'est-à-dire que toi, ils vont te solliciter pour optimiser un, deux, trois articles, ou ça va être, bah, Lorraine, on va la solliciter pendant, je dis n'importe quoi, 3 mois sur la totalité de nos articles. Comment ça fonctionne, le partenariat que tu vas faire avec ce site internet-là? Alors ça dépend complètement. C'est-à-dire qu'il y a des sites internet qui veulent juste un audit. Donc je vais arriver et je vais leur dire voilà.
moi, si j'étais toi, je fais ça, ça, ça et ça. Je te montre comment faire. Après, c'est eux qui le font. C'est-à-dire que je fais vraiment un audit, un état des lieux. Et après, je propose aussi des prestations où je le fais les deux. C'est-à-dire que je fais l'état des lieux, je fais la stratégie, mais ensuite, je passe sur la partie opérationnelle. Et du coup, à ce moment-là, c'est plus, je suis pas dans une logique de, on le fait sur deux, trois articles parce qu'en fait, il faut que ce soit sur tout le site. Donc c'est plutôt, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour, je sais pas, venir automatiser, par exemple, des boutons sur le site pour pouvoir venir mettre en place le partenariat et le globaliser sur ton site. On va pouvoir changer là pour améliorer l'affiliation qui est déjà existante. Parce que parfois, il y a des sites qui ont déjà de l'affiliation, mais en fait, elle n'est pas du tout optimisée. Et du coup, peut-être que la priorité, c'est déjà d'optimiser ce qui existe. S'il y a des partenariats qui fonctionnent, bah, tant mieux. Alors on optimise, on essaie de gagner plus, et ensuite, on va aller en chercher d'autres. Parfois aussi, je crée des landing pages qui vont être des landing pages intermédiaires où tu vas avoir en fait tous les partenariats qui vont être dessus. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu vas pouvoir la mettre en rubrique de ton site pour la mettre bien en valeur. C'est vraiment une landing page service où on dit voilà, on a ça, tel et tel et tel partenaire. Et c'est une landing page que tu vas pouvoir relayer en newsletter, sur des push web, applications. C'est des petites notifications que tu vas recevoir sur ton ordinateur ou sur ton téléphone ou alors dans des pop-ins qui vont arriver sur ton site. Ce genre de choses, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, ça dépend vraiment du client, de son besoin. Et en fait, je fonctionne selon le besoin du client et surtout selon l'objectif final. Ma recommandation pour atteindre cet objectif, c'est de faire un audit et de t'accompagner sur toute la mise en place. Voilà. C'est quoi ta toolbox aujourd'hui? C'est quoi les outils que tu utilises au quotidien, bah, que ce soit là pour faire ton métier en tant que tel, mais aussi organisationnel, enfin, tu t'entoures de quel type d'outils aujourd'hui pour pouvoir travailler efficacement avec tes clients? Alors, principalement, je répondrai le premier outil. Alors, le premier outil que j'utilise le plus, c'est vraiment les plateformes d'affiliation. C'est-à-dire que je les ai toutes, tout le temps, ouvertes. J'ai toutes les plateformes d'affiliation en permanence. Et après, pour m'organiser avec mes clients, c'est plutôt du coup, soit par Slack, ça fonctionne très bien. Notion aussi. Ça m'arrive de faire des landing pages Notion où tu rassembles toutes les informations. WhatsApp, globalement. Mais du coup, ouais, au niveau organisationnel, plutôt Notion, je dirais. Notion et Slack. Moi, ça me va. C'est aussi mes outils fétiches, donc bon point. Ah, et si, mon outil fétiche, j'ai vu que tu as fait un post en plus là-dessus. Je dirais number one, c'est Loom. J'adore Loom. Oh là là, c'est trop pratique parce qu'en fait, tu gagnes un temps fou. Parce que parfois, tu te mets des réunions et en fait, c'est des réunions où tu vas pas passer du temps au début à parler et à te dire salut, comment tu vas, machin. Mais c'est normal, c'est humain. Tu vas avoir un échange et tu vas perdre du temps parce que tu vas te connecter, tu vas attendre la personne, tu vas. Alors qu'un Loom, parfois, et ben en fait, ça prend 2 minutes. T'as un problème à régler, tu expliques le problème dans la vidéo et hop, la personne elle a écouté le Loom, elle a tout compris, on passe à autre chose. Tellement pratique. C'est vraiment enfin, mon outil number one. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un outil, on n'y pense pas spécialement parce qu'on va direct parler des outils marketing ou autres. Enfin, voilà. Mm. Là, j'ai fait un audit, par exemple, hier pour un prospect, tu vois, un futur client. Et en fait, l'audit, je lui ai pas donné. C'est que j'ai fait 40 minutes de présentation. Tu vois, j'ai fait des slides, hein, un audit. Et je lui ai envoyé le Loom. Je lui ai dit, voilà le Loom. Vis-à-vis de ça, tu me diras si tu as besoin d'une réunion. Et ce que je trouve très intéressant là-dessus, c'est aussi, bah, je sais pas si toi, tu as déjà eu cette expérience en tant qu'indépendante, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'à l'étape d'audit, bah, on prenne ton audit et on applique. Tu vois, on te facture pas, tu vois, on te prend pas et ils se disent merci pour l'audit et nous, on va mettre en place directement. Et bah, l'option avec Loom, c'est que tu n'envoies pas tes slides, tu envoies le Loom et si ça se passe pas, bah, tu désactives le Loom. Comme ça, tu protèges aussi ton travail en tant qu'indépendant. Ah, trop bien. Ouais. Très bonne astuce. Merci pour le tips. Ah bah voilà. T'as plein de tips à me donner sur les outils. Je pense que tu en utilises plein de différents. Franchement, ça m'intéresserait trop de savoir quels outils tu utilises toi aussi. Bah écoute, après le podcast, parce qu'on va pas trop leur donner des pépites, il y en a déjà pas mal là dedans. Si tu veux que je te donne les miennes, avec grand plaisir. Ouais, carrément, carrément. Laurel, si t'as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie d'être ton concurrent aujourd'hui, quel conseil tu pourrais lui donner aujourd'hui? Pour se lancer en freelance, je dirais tester son offre. C'est le plus important au début. C'est-à-dire que il y en a plein qui vont se dire, allez, je vais me lancer en freelance. Faites pas comme moi. Lâchez pas toute votre vie pour faire un truc direct. Je pense qu'il faut quand même tester son offre. Il faut tester le marché
et regarder effectivement s'il y a des clients, tout simplement. C'est très simple comme conseil, mais je pense que c'est très utile. C'est est-ce qu'il y a des clients? Donc ça peut être par exemple, je sais pas, aujourd'hui, si vous êtes en CDI, ça peut être, je commence à me mettre sur Malte, je crée une offre, je crée un profil, et tout simplement, je teste. Est-ce que j'ai des demandes? Si c'est un profil sur Malte qui est déjà, où il y a déjà trop de monde, et ben dans ce cas, allez sur LinkedIn, allez contacter des clients potentiels sur LinkedIn, et on tente des choses. Approcher par exemple des collectifs. Je fais partie d'un collectif, je fais partie du collectif Bulldozer. Et ça marche super bien. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est pour expliquer ce que c'est vraiment des freelances qui se regroupent pour travailler entre eux avec des clients sur un même projet. Et chacun apporte ses compétences. Et en fait, on fait une facturation finale au client. Ça marche super bien. Et donc du coup, je dirais, bah, pourquoi pas tenter de rentrer dans un collectif. Parce qu'un collectif, c'est assuré d'avoir des clients en permanence. C'est génial. C'est la force du groupe, genre vraiment. Tu t'assures des clients en fait. Et donc du coup, bah, j'irai tester. Tester cette offre-là. Et si elle va pas, on réajuste et on reteste quelque chose d'autre. Comprendre, demander au client pourquoi tu veux pas acheter, qu'est-ce qui te plaît pas. Un peu comme quand on crée son entreprise, quand on veut vendre un produit, bah si le produit a personne qui est prêt à l'acheter, pourquoi on va la faire? L'important c'est de comprendre de quoi ont besoin les gens. Donc faire preuve d'empathie. De quoi ont besoin les gens aujourd'hui, en 2025, concrètement. Et est-ce que les gens sont prêts à mettre de l'argent pour acheter mon produit, pour acheter mon service? Hmm, Et c'est là où elle a la valeur ajoutée. Parce que les gens sont prêts à mettre de l'argent. très clair. Et c'est quoi les skills essentiels pour toi, que ce soit des hard skills ou du soft skills pour faire ton métier aujourd'hui? Bon, du coup, je vais reprendre le mot résilience. Je pense que c'est c'est pour tous les freelances, ça. Résilience, détermination. Ça, je pense que c'est pour tous les freelances. Et puis effectivement, bah, être business oriented, c'est-à-dire que quand on est freelance, on doit pas être juste bon dans ce qu'on fait. On doit aussi être un commercial. Et on en parlait au début avant ce call, où je te disais bah, que toi, Camille, tu as des super compétences au niveau de l'empathie, au niveau du relationnel, etc. Et ça, en fait, c'est un plus. Parce que tu es super forte dans ton métier, mais au final, c'est quoi le plus important? Quelqu'un qui est 10 fois plus fort que toi dans ton métier, ou quelqu'un qui est fort comme toi dans ton métier et qui, en plus de ça, a un super relationnel avec les clients? Parce que moi, perso, si je prends quelqu'un pour m'accompagner en freelance, j'ai envie de quelqu'un qui soit bon, mais j'ai envie de quelqu'un qui soit sympa. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de quelqu'un de compétent et de sympa, qui va comprendre ma problématique et surtout qui va pas être là pour juste, allez hop, je te résous le problème comme ça. Non, je pense que principale, une des principales qualités d'un freelance, ça va être l'empathie. Je me mets à la place du client, je comprends c'est quoi son besoin et je réponds à son besoin. Parce que parfois on pense qu'on va aider le client, mais en fait on va en faire plus, mais on va même pas l'aider parce que c'était même pas sa problématique ou c'est même pas ce qu'il a demandé, c'est même pas, tu vois. Et en fait, parfois c'est tout simple, c'est de quoi tu as besoin en fait. Tu as besoin de ça? Ok, je fais. Et tu reposes des questions. Est-ce que c'était ça dont tu avais besoin? Est-ce que j'ai répondu à ton besoin? Et parfois, tu veux en faire plus alors qu'en fait, c'était juste quelque chose de simple. Donc, je dirais l'empathie. Et Très clair. et l'humilité aussi, savoir bah, se remettre en question en permanence. Parce qu'en fait, bah, il y a des moments, ça peut super bien marcher. Peut-être que demain, ça marchera plus du tout. Peut-être que Hmm. demain, ah, le marché, il a totalement changé. Peut-être que demain, suite à ce podcast, il y a 40 personnes qui sortent de l'affiliation. Zut! Non, bon, faut garder confiance en soi, mais tu vois ce que je veux dire? Rester humble en fait et se dire, bah peut-être qu'aujourd'hui ça fonctionne, peut-être qu'en 2026 ça fonctionnera plus. Et c'est ok, c'est fine. Mais c'est juste qu'il faut pas s'obstiner pour être juste dans la détermination, mais il faut savoir se repositionner et se dire, bah aujourd'hui ça fonctionne plus, si j'ai plus de clients, pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'offre elle marche plus? Est-ce que c'est parce que je propose plus effectivement ce que les gens voulaient? Est-ce que c'est juste que l'affiliation c'est plus un levier qui marche? Peut-être qu'il y a quelque chose qui aura dépassé l'affiliation. Et dans ce cas, se remettre en question et du coup, bah, toujours se former parce qu'en fait, là, si tu te formes pas, il y a des gens qui vont vite prendre ta place et qui vont vite trouver le credo. Donc toujours se former au quotidien et c'est hyper important. C'est clair. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Lorraine? Du courage, je trouve ça bien du courage. C'est simple, mais c'est vrai, du courage. Bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Écoute, je te remercie pour ces pépites et cette heure et demie maintenant. Merci Si beaucoup à toi. nos auditeurs et nos viewers veulent te contacter aujourd'hui, c'est quoi la meilleure option?
Ils peuvent me contacter directement soit sur LinkedIn, soit sur mon site internet www.lorraineaffiliation.com. Plutôt Ok. simple. Je mettrai toutes les informations en description pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup, Lorraine. Merci Euh, Camille, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Ah, vraiment. bah, c'est clair, Tu ça es m'a fait très, plaisir de te revoir. tu es très talentueuse et je suis sûre que ce podcast va exploser. Ah T'imagines si cet épisode sort bah, quand j'aurai déjà explosé, au moins j'aurai déjà eu tes souhaits. Super. Merci à toi et merci à ceux qui ont écouté ou qui ont vu ce podcast. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain. Prenez soin de vous et Lorraine, bah, j'ai hâte de te revoir dans ce podcast-là un autre jour, pourquoi pas, et de venir au Vietnam. Carrément. J'ai pas oublié l'invitation. Tu viens quand tu veux, au Vietnam ou ailleurs si j'ai changé de pays. Moi, j'attendrai que tu sois dans un endroit, dans un endroit où je vais commencer à faire les calculs entre billets d'avion. Ah, là, je peux faire des économies. Ah, vas-y, je vais aller voir Lorraine. Carrément.